Le 3 mars 2019, dans un petit appartement de Lyon, une mère s'est figée devant son fils de 4 ans. Ce que Matteo venait de prononcer n'aurait jamais dû sortir de sa bouche. Un mot, un seul mot qui allait transformer leur vie en énigme vivante. « Maman, pourquoi tu pleures toujours quand tu regardes la scène ?» Sa mère, Claire Dubois, n'avait jamais pleuré devant la scène. Elle n'y était même jamais allée avec lui. Pourtant, Matteo continuait, les yeux perdus dans un vide que seul lui semblait voir. Avant, quand j'étais grand, j'habitais près de ce fleuve. Il y avait la guerre. Les soldats portaient des casques étranges. Claire sentit ses mains trembler. Son fils, ce petit garçon qui confondait encore les couleurs, qui ne savait pas lasser ses chaussures, venait de décrire quelque chose d'impossible. Quelque chose qu'il n'avait jamais vu, jamais appris, jamais vécu. Mais ce n'était que le début. Dans les semaines qui suivirent, Matteo commença à parler d'une autre existence. Pas comme un enfant qui invente des histoires, non, avec une précision terrifiante, une cohérence troublante, une émotion qui ne correspondait pas à son âge. Il décrivait des rues pavées, l'odeur du pain frais mélangée à celle de la poudre, le bruit des bottes allemandes sur les trottoirs parisiens. « Je m'appelais Jean », disait-il en fixant le plafond de sa chambre. « Jean Moreau. J'avais une petite sœur qui s'appelait Élise. On se cachait dans la cave quand les avions passaient. » Claire nota tout. Chaque mot, chaque détail, chaque fragment de cette mémoire étrange qui habitait son enfant. Elle n'était pas croyante. Elle n'avait jamais accordé le moindre crédit aux histoires de réincarnation, de vies antérieures, de transmigration des âmes. Pourtant, devant les yeux de son fils, devant cette tristesse ancienne qui ne devrait pas exister chez un enfant de 4 ans, elle commençait à douter de tout ce qu'elle croyait savoir sur la réalité. Le père de Matteo, Thomas, réagit différemment. Pour lui, c'était une phase. Les enfants ont de l'imagination. Ils inventent des mondes, des personnages, des vies entières. C'était normal, c'était sain même. Il a probablement vu un documentaire à la crèche, répétait-il, ou entendu une conversation. Les enfants absorbent tout. Mais Claire savait que ce n'était pas ça. Elle voyait la différence entre l'imagination et le souvenir, entre l'invention et la reconnaissance. Quand Matteo parlait de sa vie d'avant, il ne créait pas, il se souvenait. Un soir d'avril, alors que la famille dînait tranquillement, Matteo posa sa fourchette et regarda ses parents avec une gravité déconcertante. « Papa, tu sais ce qui m'est arrivé quand j'étais Jean ?» Thomas soupira, prêt à détourner la conversation, mais Matteo continua. « Ils m'ont arrêté, les Allemands, parce que j'aidais des gens à se cacher, des Juifs. Ils m'ont emmené dans un endroit froid. Il y avait d'autres hommes. On nous a mis dans des trains. » Le silence qui suivit était assourdissant. Claire et Thomas échangèrent un regard lourd d'incompréhension et de peur. Matteo, 4 ans, venait de décrire une déportation avec des détails qu'aucun enfant ne devrait connaître, avec une douleur qu'aucun enfant ne devrait porter. « Je suis mort là-bas », conclut-il simplement, avant de reprendre son dîner comme si de rien n'était. Cette nuit-là, Claire ne dormit pas. Elle chercha, elle fouilla Internet, consulta des livres d'histoire, explora les archives en ligne. Elle cherchait Jean Moreau, un résistant français arrêté pendant la Seconde Guerre mondiale, quelqu'un qui correspondait aux descriptions de son fils. Mais comment chercher un homme dont elle ne connaissait que le nom et quelques fragments d'existence ? Jean Moreau, un nom commun, un parmi des milliers, des dizaines de milliers peut-être. Pourtant, elle ne pouvait pas abandonner. Parce que si Matteo disait la vérité, si d'une manière ou d'une autre il portait en lui la mémoire d'un homme mort il y a presque 80 ans, alors tout ce qu'elle croyait savoir sur la vie, la mort, la conscience humaine devait être remis en question. Mai 2019. 2 mois après les premières révélations de Matteo, Claire avait rempli 3 carnets entiers de notes. Des descriptions, des noms, des lieux, des dates. Tout ce que son fils laissait échapper dans ces moments de souvenirs. Car c'était ainsi qu'elle avait commencé à les appeler. Les souvenirs. Matteo ne parlait pas de Jean tous les jours. Parfois, des semaines passaient sans qu'il ne mentionne cette autre vie. Puis, soudainement, en plein milieu d'un jeu, d'un repas, d'une promenade, il se figeait. Son regard changeait. Comme si quelqu'un d'autre regardait à travers ses yeux. La boulangerie de Madame Petit était au coin de la rue Mouffetard. Elle cachait des enfants dans son fournil. Ces phrases arrivaient sans contexte, sans avertissement. Des éclats de mémoire qui remontaient à la surface d'une conscience trop jeune pour les contenir. Claire avait fini par contacter le docteur Amélie Rousseau, une psychiatre spécialisée dans les troubles de l'enfance. La première consultation fut déconcertante. Le docteur Rousseau avait l'habitude des enfants imaginatifs, des traumas déguisés en fantasmes, des troubles dissociatifs. Mais après 45 minutes avec Matteo,
Elle avait demandé à revoir l'enfant, puis une troisième fois, puis une quatrième. Il ne présente aucun signe de trouble psychologique, avait-elle finalement déclaré à Claire et Thomas. Son développement cognitif est normal. Sa capacité d'attachement est saine. Il n'y a pas de dissociation pathologique, pas de trauma identifiable. Alors, qu'est-ce que c'est ? Avait demandé Claire, la voix tremblante. Le docteur Rousseau avait hésité longuement avant de répondre. Je ne sais pas. Dans 20 ans de carrière, je n'ai jamais rien vu de semblable. Les détails historiques qu'il donne, j'ai vérifié. La rue Mouffetard, à Paris, avait effectivement plusieurs boulangeries pendant l'occupation. Des réseaux de résistance y étaient actifs. C'est documenté. Elle avait marqué une pause, visiblement mal à l'aise. Je vais vous mettre en contact avec quelqu'un, un chercheur. Il étudie des cas similaires. C'est ainsi que Claire rencontra le professeur Michel Garnier, psychiatre et chercheur à l'Université de Lyon, qui depuis 15 ans étudiait ce qu'il appelait pudiquement les mémoires spontanées d'enfants. Leur première rencontre eut lieu dans le bureau du professeur, un espace encombré de livres et de dossiers. Garnier était un homme de 60 ans, aux cheveux gris et aux yeux fatigués de celui qui a trop cherché des réponses à des questions impossibles. « Madame Dubois, je dois vous prévenir. Ce que je vais vous dire va vous sembler fou, mais j'ai documenté 37 cas similaires au cours de ma carrière. Des enfants, généralement entre 3 et 7 ans, qui présentent des souvenirs détaillés de vie qu'ils n'ont pas vécues. » Il avait ouvert un dossier épais. Ian Stevenson, un psychiatre américain, a passé 40 ans à étudier ce phénomène. Il a répertorié plus de 3000 cas à travers le monde. Des enfants qui se souviennent de noms, de lieux, d'événements qu'ils n'auraient jamais pu connaître. Et dans certains cas, quand les vérifications ont été possibles, les informations étaient exactes. Claire sentait son cœur battre dans sa gorge. « Vous êtes en train de me dire que mon fils, que Matteo… » « Je dis que votre fils fait partie d'un phénomène que nous ne comprenons pas encore, que la science moderne a du mal à expliquer, mais qui existe, qui est réel. » Au cours des semaines suivantes, le professeur Garnier rencontra Matteo à plusieurs reprises. Il enregistrait tout, notait chaque détail, chaque nom, chaque date. Il posait des questions précises, testait la cohérence des souvenirs, cherchait les contradictions, et il n'en trouva aucune. Matteo décrivait Paris sous l'occupation avec une précision bouleversante. Il parlait du couvre-feu, des tickets de rationnement, de la peur qui régnait dans les rues. Il mentionnait des détails que seuls les historiens spécialisés connaissaient. Des petites choses, des détails du quotidien que les livres d'histoire ne mentionnent jamais. Les gens peignaient leurs jambes pour faire croire qu'ils portaient des bas, parce qu'il n'y avait plus de nylon, et ils dessinaient une ligne derrière avec un crayon pour faire la couture. Le professeur Garnier avait vérifié. C'était vrai. Une pratique courante pendant la guerre, mais peu documentée dans les sources grand public. Comment un enfant de 4 ans pouvait-il savoir cela ? « Je dois vous parler de quelque chose », avait dit Garnier à Claire dans une de leurs rencontres. Dans la majorité des cas que j'ai étudiés, les souvenirs commencent à s'estomper vers l'âge de 7 ans. Les enfants les oublient progressivement. Ils retournent à leur propre existence, à leur propre identité. C'est comme si la nouvelle existence finissait par recouvrir l'ancienne. Claire avait senti les larmes monter. Alors, il va oublier ? Probablement. C'est presque toujours ce qui arrive. Mais pour l'instant, Matteo se souvenait, et ses souvenirs devenaient de plus en plus précis, de plus en plus douloureux. Un soir de juin, il se réveilla en hurlant. Claire accourut dans sa chambre et le trouva recroquevillé dans son lit, tremblant de tous ses membres. « Ils nous ont mis dans des wagons !» sanglotait-il. « On ne pouvait pas respirer, il faisait tellement chaud. Les gens mouraient debout, il n'y avait pas de place pour tomber. » Claire le serra contre elle, impuissante devant cette souffrance qui n'était pas la sienne, devant ce trauma qui traversait les décennies pour venir hanter son enfant. « Chut, mon bébé, ce n'est qu'un cauchemar. Tu es là avec moi, tu es en sécurité. » Mais Matteo secoua la tête. « Non, maman, ce n'est pas un cauchemar, c'est un souvenir. Je me souviens d'être mort. » Juillet 2019. Le professeur Garnier avait pris une décision qui allait changer la trajectoire de cette enquête extraordinaire. Il fallait vérifier. Il fallait savoir si Jean Moreau avait réellement existé. Avec l'accord de Claire et Thomas, il contacta le mémorial de la Shoah à Paris, les archives, les listes, les documents qui recensent l'innommable, les noms de ceux qui ont été arrêtés, déportés, assassinés. La recherche prit 3 semaines. Et puis, un matin d'août, le téléphone de Claire sonna. « Madame Dubois, c'est Michel Garnier. Je crois que nous avons trouvé quelque chose. » Claire sentit son sang se glacer. Jean Moreau, né le 14 avril 1920 à Paris, 5e arrondissement. Arrêté le 3 février 1943
pour faits de résistance et aide à des personnes persécutées. Déporté au camp d'Auschwitz-Birkenau le 11 février 1943, convoi numéro 47, décédé le 18 mars 1943. Le silence qui suivit sembla durer une éternité. « Il existait », murmura Claire. « Oui, il existait. Et Madame Dubois, il y a autre chose. Jean Moreau avait une sœur cadette, Élise Moreau. Elle a survécu à la guerre. Elle vit toujours. Elle a 97 ans et réside dans une maison de retraite à Marseille. » Claire dut s'asseoir. La pièce tournait autour d'elle. Son fils avait dit la vérité. Tout était vrai. Le nom, l'existence, la sœur, tout. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va voir Élise Moreau, répondit Garnier. Si vous êtes d'accord, évidemment. C'est un moment qui va être difficile pour tout le monde, mais c'est peut-être la seule façon de savoir vraiment. 3 jours plus tard, Claire, Thomas, Mathéo et le professeur Garnier prenaient le TGV pour Marseille. Le voyage fut étrange. Mathéo était calme, presque serein, comme s'il savait où il allait, comme s'il rentrait chez lui. La maison de retraite, les Mimosas, était un bâtiment moderne et lumineux, avec vue sur la Méditerranée. La directrice les accueillit avec une certaine réticence. « Madame Moreau est très âgée, je ne sais pas si c'est une bonne idée de la bouleverser avec ça. » Mais Élise Moreau avait insisté pour les recevoir. Quand le professeur Garnier l'avait contactée, lui expliquant la situation, elle avait demandé une seule chose, voir l'enfant. Elle les attendait dans le jardin, assise dans un fauteuil roulant, le visage marqué par près d'un siècle d'existence. Ses yeux pourtant étaient vifs, brillants d'une intelligence intacte. Quand Mathéo entra dans le jardin, tenant la main de sa mère, Élise Moreau porta une main à sa bouche. Ses yeux se remplirent de larmes. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. « Ses yeux, il a les yeux de Jean. » Claire sentit ses jambes trembler. C'était impossible. Mathéo ne ressemblait pas à Jean Moreau. Elle avait vu la photo d'archives. Le visage était différent, tout était différent, sauf le regard. Mathéo s'approcha doucement de la vieille dame, sans peur, sans hésitation, comme s'il la reconnaissait. « Élise ?» La voix était celle d'un enfant de 4 ans, mais le ton, l'inflexion, la tendresse dans ce simple prénom, ce n'était pas un enfant qui parlait. « Élise, c'est moi, c'est Jean. » Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues de la vieille dame. « Jean, mon grand frère, tu m'as tellement manqué. » Ce qui se passa ensuite fut enregistré. Le professeur Garnier avait demandé la permission de filmer, d'archiver ce moment extraordinaire. Pour la science, pour la compréhension, pour tous ceux comme lui qui cherchaient désespérément à comprendre les mystères de la conscience humaine. Mathéo et Élise parlèrent pendant 2 heures. L'enfant décrivit leur appartement rue Mouffetard, la disposition des pièces, la cuisine avec sa gazinière qui marchait mal, la chambre qu'ils partageaient, lui et Élise, avec le papier peint à fleurs que leur mère avait posé elle-même. Élise confirmait chaque détail, pleurait, riait, se souvenait. « Tu te rappelles, dit Mathéo, quand on a volé des pommes chez le marchand du coin. Tu avais 6 ans, maman était tellement en colère qu'elle nous a fait copier 100 fois « Je ne volerai plus jamais ». Élise éclata de rire à travers ses larmes. « Comment tu peux savoir ça? Comment tu peux savoir ça ?» Puis Mathéo devint plus grave. « Le jour où ils sont venus m'arrêter, tu te souviens ?» Le sourire d'Élise s'effaça. « Oui, c'était un mardi matin, tu sortais acheter du pain. Ils t'attendaient devant la boulangerie. Quelqu'un t'avait dénoncé. »« Je t'ai vu à la fenêtre, » dit Mathéo, les yeux dans le vague. « Tu pleurais, maman te tenait. J'ai voulu te faire signe que tout irait bien, mais je savais que ce n'était pas vrai. » Élise se glottait maintenant sans retenue. « Je ne t'ai jamais revu. Ils sont venus m'emmener. On a appris plus tard que tu étais mort là-bas, dans ce camp horrible. Maman n'a jamais été la même après la guerre. Elle est morte 3 ans après la fin de la guerre, le cœur brisé. » Mathéo posa sa petite main sur celle ridée et tremblante d'Élise. « Je suis désolé, je suis tellement désolé de vous avoir laissé seul. Dis pas ça, tu étais un héros, tu as sauvé des vies, tu as fait ce qui était juste. » La conversation continua. Mathéo mentionnait des souvenirs que seuls Jean et Élise pouvaient partager, des choses intimes, quotidiennes, insignifiantes pour le reste du monde, mais qui constituaient le tissu d'une existence, un frère et une sœur, une époque révolue, une vie interrompue. Quand ils partirent, plusieurs heures plus tard, Élise tenait toujours la main de Mathéo. « Reviens me voir, supplia-t-elle, s'il te plaît. J'ai retrouvé mon frère, ne me quitte pas encore. »« Je reviendrai, » promit Mathéo. Dans la voiture qui les ramenait à la gare, personne ne parla pendant un long moment. Claire et Thomas étaient sous le choc, ce qu'ils venaient de vivre défiait toute logique, toute compréhension rationnelle du monde. Le professeur Garnier, lui, regardait par la fenêtre, perdu dans ses pensées. « Vous savez, j'étudie ce phénomène depuis 15 ans.
J'ai rencontré des dizaines d'enfants avec des souvenirs de vies antérieures, mais jamais, jamais j'ai assisté à quelque chose d'aussi probant, d'aussi irréfutable. » Il se tourna vers Claire. « Ce que votre fils a, ce n'est pas de l'imagination. Ce n'est pas un trouble psychologique. C'est quelque chose que nous ne comprenons pas encore. Quelque chose qui suggère que peut-être, la conscience humaine est bien plus complexe que ce que nous pensions. » Septembre 2019. Matteo avait commencé l'école maternelle. Une nouvelle étape, une nouvelle vie. Mais les souvenirs de Jean ne s'effaçaient pas. Ils étaient toujours là, comme une double existence qui se superposait à la sienne. Les enseignants remarquèrent rapidement quelque chose d'inhabituel chez cet enfant. Une maturité étrange, une tristesse qui n'avait pas sa place dans un regard de 4 ans. Pendant les activités de dessin, alors que les autres enfants gribouillaient des bonhommes en bâton et des maisons avec des cheminées fumantes, Matteo dessinait des scènes troublantes, des trains, des barbelés, des silhouettes émaciées derrière des barreaux. La directrice convoqua Claire. « Madame Dubois, je suis inquiète pour Matteo. Ses dessins sont perturbants. Il semble porter un poids qui ne devrait pas exister chez un enfant de son âge. A-t-il été exposé à des contenus traumatisants, des documentaires sur la guerre, peut-être ?» Claire avait dû expliquer, tout expliquer. La directrice l'avait écouté avec un scepticisme évident avant de demander à rencontrer le professeur Garnier. Les semaines passèrent. Matteo retournait voir Élise tous les mois. Ces visites étaient devenues essentielles pour tous les deux. La vieille dame revivait, retrouvait une énergie que l'âge lui avait volée. Et Matteo semblait trouver une paix dans ces moments, comme s'il pouvait enfin partager ce fardeau avec quelqu'un qui comprenait. Ils parlaient de Paris avant la guerre, des dimanches au Luxembourg, des soirées où leur père jouait du violon, de leur mère qui chantait en préparant le dîner, des petits bonheurs d'une époque révolue avant que le monde ne bascule dans l'horreur. Mais Matteo parlait aussi de choses plus sombres, de la montée du nazisme qu'il avait vu arriver, de la peur qui s'était installée progressivement dans les rues parisiennes, de ses premiers actes de résistance, petits d'abord, distribuer des tracts, cacher de la nourriture pour ceux qui se cachaient. Puis plus important, plus dangereux. « J'ai aidé 12 personnes à fuir vers la zone libre », racontait-il à Élise. « Des enfants surtout, des familles juives que les nazis traquaient. Je les cachais dans mon appartement, puis je les conduisais jusqu'au passeur. » Élise acquiesçait, les larmes aux yeux. « Je ne savais pas que tu faisais ça. Tu ne me disais rien pour me protéger. Maman le savait, elle avait peur pour moi, mais elle comprenait. Elle m'avait dit « Si on ne fait rien, on devient complice du mal. » Ces conversations étaient enregistrées, documentées, analysées. Le professeur Garnier publia un article dans une revue scientifique spécialisée. Le cas Matteo-D, mémoire transgénérationnelle ou réincarnation. Le papier fit sensation dans la communauté des chercheurs qui s'intéressaient à ces phénomènes. Des scientifiques du monde entier contactaient Garnier. Certains voulaient rencontrer Matteo, d'autres proposaient des théories, des explications neurobiologiques, des hypothèses sur la mémoire génétique, des spéculations sur la nature quantique de la conscience. Mais personne n'avait de réponse définitive. Claire et Thomas, eux, avaient cessé de chercher des explications. Ils avaient accepté l'inexplicable. Leur fils portait en lui la mémoire d'un homme mort avant leur naissance. C'était ainsi, c'était leur réalité. En novembre 2019, Élise Moreau tomba gravement malade. Une pneumonie, compliquée par son grand âge. Les médecins ne lui donnaient que quelques jours. Claire amena Matteo à son chevet. La vieille dame était alitée et respirant difficilement sous un masque à oxygène, mais quand elle vit Matteo entrer dans la chambre, ses yeux s'illuminèrent. « Mon petit frère », murmura-t-elle. Matteo grimpa sur le lit et se blottit contre elle, doucement pour ne pas lui faire mal. « Je suis là, Élise, je suis là. »« Jean, j'ai eu une bonne vie, tu sais, malgré tout. Je me suis marié, j'ai eu 3 enfants, 7 petits-enfants, 12 arrière-petits-enfants. Mais tu m'as manqué. Chaque jour, pendant 76 ans, tu m'as manqué. Je sais, je suis désolé. Ne sois pas désolé. Tu as fait ce qui était juste, tu as été courageux, tu as sauvé des vies. » Élise toussa, son corps frêle secoué par l'effort. « Matteo, quand je serai parti, est-ce que tu crois qu'on se retrouvera, Jean et moi, comme avant ?» Matteo la regarda avec une gravité qui n'appartenait pas à l'enfance. « Je ne sais pas comment ça marche, Élise. Je ne comprends pas pourquoi je me souviens, pourquoi je suis revenu. Mais si je suis revenu une fois, peut-être que oui, peut-être qu'on se retrouvera. » Élise sourit, un sourire paisible, apaisé. « J'aimerais ça. Retrouver mon grand frère, ma famille, maman et papa. » Elle ferma les yeux, épuisée par la conversation.
Tu sais ce qui est étrange? Quand tu es venu me voir la première fois, j'ai senti quelque chose de familier, comme si mon âme reconnaissait la tienne. Je crois que certains liens ne se brisent jamais, même pas avec la mort. Mathéo resta avec elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Claire pleurait silencieusement dans un coin de la chambre, témoin de ces adieux impossibles entre un enfant de 4 ans et une vieille dame, entre un grand frère et une sœur séparés par la mort et réunis par un mystère que personne ne pouvait expliquer. Élise Moreau mourut 2 jours plus tard, paisiblement, dans son sommeil. À ses funérailles, Mathéo insista pour venir. Claire hésita longuement avant d'accepter. Un enfant de 4 ans à des funérailles, c'était déjà difficile, mais dans ces circonstances. Pourtant, Mathéo se tint devant le cortège avec une dignité bouleversante. Il déposa une rose blanche et murmura quelques mots que personne n'entendit. Plus tard, dans la voiture, il dit à sa mère « Je lui ai promis de ne pas l'oublier, de me souvenir d'elle quand je serai grand, de raconter son histoire et celle de Jean, pour que personne n'oublie ce qui s'est passé. » Décembre 2019. Quelque chose commençait à changer chez Mathéo. Le professeur Garnier l'avait prédit. Les souvenirs commençaient à s'estomper. Ce n'était pas brutal, pas un effacement soudain. C'était progressif, comme une marée qui se retire lentement, laissant derrière elle des traces de plus en plus floues. Mathéo parlait moins de Jean. Les détails devenaient moins précis. Parfois, il s'arrêtait au milieu d'une phrase perplexe. « Je ne me souviens plus », disait-il, frustré. « C'était là, juste là, dans ma tête. Et maintenant, c'est parti. » Claire notait tout. Chaque souvenir qui s'effaçait, chaque détail qui se dissolvait. C'était douloureux à observer, comme regarder quelqu'un disparaître lentement. « C'est normal », expliquait le professeur Garnier. Le cerveau de Mathéo se développe. Sa propre vie prend de plus en plus de place. Les souvenirs de Jean, ils sont comme une empreinte sur le sable. La marée de la nouvelle existence finit par les effacer. Est-ce qu'il va tout oublier? Probablement pas complètement. Il gardera peut-être des impressions, des sentiments diffus, une mélancolie inexpliquée quand il visitera Paris, une fascination pour la Seconde Guerre mondiale. Mais les souvenirs précis, les détails, les émotions, oui, ils s'effaceront. « C'est injuste », murmura Claire. « Jean a retrouvé sa sœur, il a pu dire au revoir, et maintenant tout ça va disparaître. Peut-être que c'est nécessaire pour que Mathéo puisse vivre sa propre vie sans être hanté par un passé qui n'est pas le sien. » Au printemps 2020, alors que le monde se figeait sous la pandémie de Covid-19, Mathéo célébra son 5e anniversaire confiné à la maison. Il jouait aux jeux vidéo, regardait des dessins animés, se disputait avec ses parents à propos des devoirs. Un enfant normal, une vie normale. Les souvenirs de Jean étaient maintenant rares, espacés, comme des étoiles filantes dans un ciel de plus en plus vide. Un soir, Claire lui demanda « Mathéo, est-ce que tu te souviens de Jean ?» Mathéo leva les yeux de ses Legos. « Jean ? Jean qui ?» Le cœur de Claire se serra. « Jean Moreau, l'homme que tu disais être avant. » Mathéo fronça les sourcils, réfléchissant intensément. « Je crois que oui, un peu. Il était triste, il a vécu quelque chose de terrible. Mais maintenant c'est flou, comme un rêve que j'oublie. Est-ce que tu te souviens d'Élise ?» Le visage de Mathéo s'illumina. « Oui, la vieille dame gentille. Elle me racontait des histoires. Elle était importante pour moi. Mais je ne me souviens plus pourquoi. » Claire le prit dans ses bras, luttant contre les larmes. « Ce n'est pas grave, mon chéri, ce n'est pas grave. » En juin 2020, le professeur Garnier fit un dernier entretien avec Mathéo, pour clore le dossier, pour archiver cette histoire extraordinaire avant qu'elle ne disparaisse complètement. « Mathéo, est-ce que tu peux me parler de Jean Moreau ?» L'enfant de 5 ans haussa les épaules. « Je ne sais plus trop. Il y avait une guerre et des gens méchants, et lui, il essayait d'aider. Mais après, il est mort. Est-ce que tu penses que tu étais Jean ?» Mathéo réfléchit longuement. « Je ne sais pas, peut-être. Ou peut-être que c'était juste dans mon imagination. Les adultes disent que ces enfants imaginent des choses. Et toi, qu'est-ce que tu penses ?» Je pense que c'était réel, parce que c'était trop triste pour être imaginé. Et parce qu'Élise, elle, savait, elle reconnaissait les choses que je disais. Il marqua une pause. Mais maintenant, tout ça s'en va. C'est comme si Jean retournait dormir pour me laisser être juste Mathéo. Le professeur Garnier éteignit le magnétophone.
Tu as raison, Mathéo. Il est temps que tu sois juste toi-même. Décembre 2024. Mathéo a maintenant 9 ans. Il est en CM1. Il aime le football, les jeux vidéo et déteste les devoirs de mathématiques. Un enfant comme les autres. Presque. Il ne se souvient presque plus de Jean Moreau. Juste des fragments, des impressions. Une mélancolie étrange quand il voit des documentaires sur la Seconde Guerre mondiale. Un frisson inexplicable quand il entend le mot « déportation ». Mais Claire, elle, n'a rien oublié. Elle garde précieusement les carnets, les enregistrements, les témoignages de cette période extraordinaire. Le professeur Garnier a publié une étude complète sur le cas de Mathéo. Un document qui fait maintenant référence dans le domaine des études sur la conscience et les phénomènes inexpliqués. Thomas, sceptique au départ, admet maintenant qu'ils ont vécu quelque chose qu'il ne peut pas expliquer. Quelque chose qui a changé sa vision du monde, de la vie, de la mort. « Je ne sais pas ce que c'était », dit-il parfois à Claire. Réincarnation, mémoire génétique, phénomène neurologique inexpliqué, peu importe le nom qu'on lui donne, mais c'était réel. Notre fils a porté la mémoire d'un homme mort avant notre naissance. C'est arrivé, on ne peut pas le nier. L'histoire de Mathéo pose des questions vertigineuses sur la nature de la conscience, sur la possibilité d'une continuité au-delà de la mort, sur les mystères de l'esprit humain que la science n'a pas encore percés. Le professeur Garnier, maintenant retraité, continue ses recherches. Il a documenté 53 cas similaires depuis Mathéo. Des enfants du monde entier qui se souviennent, qui portent des mémoires qu'ils ne devraient pas avoir. Ce que le cas de Mathéo nous enseigne, écrit-il dans la conclusion de son livre, ce n'est pas tant que la réincarnation existe, cette question reste ouverte et peut-être impossible à trancher définitivement. Ce qu'il nous enseigne, c'est que la conscience humaine est infiniment plus complexe que ce que nos modèles actuels suggèrent, qu'il existe des phénomènes, des continuités, des liens que nous ne comprenons pas encore. Il conclut « Mathéo D a été, pendant quelques années, le pont entre deux existences, entre un résistant français mort à Auschwitz et un enfant du XXIe siècle. Ce pont s'est effacé, comme il se devait. Mais pendant qu'il existait, il nous a offert un aperçu sur quelque chose de plus grand. Quelque chose qui suggère que peut-être, l'histoire de chaque conscience ne se termine pas avec la mort du corps qui l'abrite. » Aujourd'hui, Mathéo ne lit pas ses recherches. Il ne s'intéresse pas particulièrement à son propre cas. Pour lui, c'est du passé, un passé flou, presque oublié. Mais parfois, lors des repas de famille, quand on évoque cette période, il s'arrête de manger et regarde dans le vide. « C'était réel, hein ?» demande-t-il parfois à Claire. « Jean était réel ?»« Oui, mon chéri, il était réel. Et grâce à toi, on n'oubliera jamais son histoire. » Mathéo hoche la tête, satisfait. « Bien, parce que ce qui est arrivé, ce qu'il a vécu, les gens ne doivent pas oublier. Jamais. » Et dans ces moments-là, dans cet éclair de gravité qui traverse le visage d'un enfant de 9 ans, on peut encore voir, fugitivement, l'ombre de Jean Moreau. L'homme qui a donné sa vie pour sauver d'autres vies. L'homme qui, d'une manière que personne ne comprend, est revenu raconter son histoire. L'homme qui refuse d'être oublié. Car certaines mémoires, peut-être, sont trop importantes pour être effacées. Même par la mort, même par le temps, même par les mystères insondables de l'existence. Et peut-être que c'est là, dans cette résistance de la mémoire contre l'oubli, que réside la véritable immortalité. Pas dans la continuation d'une existence, mais dans la transmission d'un témoignage, d'une génération à l'autre, d'une conscience à l'autre, traversant le temps, traversant la mort, traversant tous les obstacles que la réalité peut dresser. L'histoire de Jean Moreau survit, grâce à un enfant de 4 ans qui se souvenait d'être mort à Auschwitz. Un enfant nommé Mathéo.